Je suis ravi de vous retrouver avec André Vallini, donc, qui est secrétaire d'État chargé de la fameuse réforme territoriale qui, vous le voyez dans les journaux, je ne vais pas tout vous montrer ce matin, fait couler énormément d'encre. Alors on va prendre les questions les unes après les autres. André Vallini, bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que tout ça a été bien préparé et est-ce que tout ça n'a pas été finalement beaucoup trop improvisé? Non, ça a été préparé depuis 2 mois maintenant. J'ai été nommé il y a 2 mois à la réforme territoriale. Le travail avait commencé d'ailleurs depuis 2012. On parle de décentralisation, de modifier l'organisation territoriale de la France. Et depuis 2 mois, je le répète, beaucoup de réunions ont eu lieu, beaucoup, à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères. Nous avons reçu avec Manuel Valls toutes les associations d'élus, ou presque, puisque nous continuons ce matin. Après vous avoir quitté, je vais à Matignon, nous recevons à nouveau 3 associations d'élus. Le chef de l'État a reçu tous les partis politiques, de la gauche à l'extrême droite, pour les consulter sur cette réforme. Donc tout ça est préparé de longue date. Ça ne sert à rien finalement, puisque finalement ils hurlent. L'opposition n'est pas contente. Une grande partie des barons du Parti socialiste, je prends simplement par exemple le président d'Aquitaine, Alain Rousset, il dit de toute façon tout ça n'aboutira à aucune économie. Donc comment la concertation a-t-elle pu fonctionner si c'est pour obtenir les résultats et les commentaires que vous avez dans la presse ce matin? Alors sur le président de la région Aquitaine, Alain Rousset, il a raison de dire que la seule fusion des régions ne va pas générer des milliards d'économies. Ça va en permettre quand même. Parce que quand on fusionne 2 régions ou 3 régions, on fait des économies d'échelle. Donc il y aura des économies. Le chiffre. Le chiffre que j'avance, moi, c'est le chiffre que l'on peut escompter obtenir en termes d'économie budgétaire, après une réforme globale de toutes les strates territoriales, les communes et les intercommunalités. Là, il y a des gisements d'économie considérables. Et les syndicats de communes aussi, départements, régions. Je pense qu'entre 5 et 10 ans, et tous les experts valident mon chiffre, entre 5 et 10 ans, donc à moyen terme, on peut obtenir 5% d'économie sur 250 milliards. Parce qu'il faut savoir que le budget global des communes en France, des syndicats de communes, des intercommunalités, des départements et des régions, ça fait 250 milliards d'euros. Si en 5 à 10 ans, après avoir tout réformé, on n'est pas capable d'obtenir 5% d'économie, c'est qu'on doit arrêter de faire de la politique. C'est un peu plus. Ça fait entre 10 et 12 milliards. D'accord. C'est beaucoup. Mais vous savez que vous avez vous-même, enfin vous et d'autres d'ailleurs, avancé des chiffres différents. On a dit 25 milliards. Non, les 25 milliards, ils venaient du fait que certains disaient 10%, entre 5 et 10%, donc entre 12 et 25. Moi, je m'en tiens à un objectif réaliste, raisonnable et ambitieux en même temps. 5%, ça fait 12 milliards. Mais je le répète, à moyen terme, parce que... Mais c'était aussi l'un des problèmes, parce que les gens considèrent que cette réforme devait aboutir à des économies dans un contexte compliqué aujourd'hui. Et là, vous nous dites 5-10 ans, la question des départements n'étant pas totalement réglée. Oui, mais ça va prendre du temps, monsieur Durand. Le problème, c'est qu'on reproche souvent à la politique, aux hommes politiques, parfois aux journalistes, de faire du court-termisme, de voir les choses à courte vue. Voilà, il faut prendre du temps, mettre les choses en perspective. Une réforme structurelle, l'UMP demande toujours des réformes structurelles. On fait une réforme structurelle qui va générer des économies sur plusieurs années. Et j'ajoute d'ailleurs que ces économies, elles sont attendues par les Français. Vous avez dû voir un sondage qui est sorti il y a 2 jours. Les Français, sur cette réforme territoriale, attendent d'abord, des économies budgétaires, ensuite une simplification. Ils mettent les économies budgétaires en premier. Donc voilà, les Français attendent cette réforme. Vous allez reconnaître quand même avec moi qu'à partir du moment où vous leur donnez ce calendrier, qui est peut-être le calendrier réaliste, 5-10 ans, les gens se disent, eux, dans le contexte d'aujourd'hui et de la crise d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que ça se mette à fonctionner, non pas demain matin, mais en tout cas à une échéance qui ne soit pas celle-là. Alors ça va fonctionner beaucoup plus rapidement. Je parle de la réforme. Là, on parlait des économies. La réforme elle-même, une fois qu'on aura fusionné les régions, ce sera fait. Une fois qu'on aura transféré les compétences des départements vers les régions, à partir de 2016-2017, ce sera fait. Une fois qu'on aura mutualisé les communes et les intercommunalités, ce sera fait. Donc la réforme va fonctionner dès qu'elle aura été votée. Mais je le répète, pour être honnête et réaliste, les économies, elles prendront un peu de temps. Mais elles viendront. Elles viendront. Alors, j'ai plein de questions à vous poser. D'abord, la question du nom des régions. Oui. Ce sera quand ? Sans doute pendant le débat parlementaire, parce qu'il faut que le nom figure dans le texte de loi. Donc, c'est au cours du débat parlementaire, et vous voyez qu'on laisse du temps au débat. Le Parlement va pouvoir aussi s'emparer. Donc, c'est vous qui allez proposer, par exemple, je sais pas, à Midi-Pyrénées, Aquitaine, ça s'appellera Occitanie, ou c'est vous qui allez... Qui va dire... Le gouvernement va faire des propositions, les parlementaires en auront d'autres, les conseils régionaux vont se prononcer. Bien sûr, le débat a lieu, c'est un débat très riche, démocratique. Les médias en parlent, vous, ce matin. Tout le monde parle de cette réforme. C'est ça aussi le débat démocratique. Je reviens, c'est vous qui allez proposer les noms ? Oui, c'est vous. Deuxièmement, les capitales. Là Par aussi, exemple, tout à l'heure, justement, moi-même, j'avais la langue qui fourchait. Clermont-Ferrand, Lyon, pour la région entre Auvergne et justement et Rhône-Alpes. Qu'est-ce qui va décider de ça ? le gouvernement qui fera des propositions, que le Parlement
validera ou modifiera, mais c'est le gouvernement qui prend ses responsabilités, bien sûr. Mais qui finira par prendre une décision par décret, si jamais c'est la bataille, par exemple, entre Alsace-Lorraine. Il y a un moment aussi, vous savez bien que les barons locaux vont vouloir récupérer les capitales. Oui. Alors, si on peut passer par le décret in fine, parce que le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord, on pourra utiliser cette formule. Mais moi, je souhaite et j'espère que le Parlement saura, et j'en suis sûr, être responsable jusqu'au bout, c'est-à-dire sur le nom des régions et sur le choix des capitales. Mais pourquoi ils ont le sentiment, notamment même je ne parle pas simplement de l'opposition, mais même les députés socialistes, de ne pas avoir été entendus, écoutés avant On écoute les députés socialistes, notamment, pas seulement. Moi, j'ai reçu encore hier une délégation de députés socialistes. Je dîne ce soir avec tous les députés socialistes de la commission des lois. Je reçois des députés centristes, des sénateurs centristes. Je vais au Sénat presque chaque jour. Mais n'ayez pas l'air là. Non, je ne suis pas là. Je suis là d'entendre qu'on ne les écoute pas. On passe son temps à les écouter. On les écoute beaucoup, on les reçoit. Pourquoi la presse on va les voir au Sénat, à Pourquoi tout le l'Assemblée monde dit c'est nationale. improvisé? Pourquoi Non, tout le monde... mais non. C'est un problème de communication. Le fameux texte qui a été envoyé à la presse, 22 régions à XXX, vous savez que ça fait couler beaucoup d'encre ce matin. Les gens se disent comment se fait-il qu'à 1 heure, 2 heures d'une décision aussi importante qui consiste à redécouper la France, on envoie un texte pareil? Eh bien justement parce que c'est une décision importante et que sur une ou deux régions, le président a voulu se donner tous les éléments de réflexion jusqu'au bout. Il faut tenir compte de ce que pensent les présidents de région. Vous les appelez les barons. C'est un terme un peu péjoratif. Ils ont une présidence importante, ils l'assument, ils aiment ce qu'ils font, ils ont beaucoup de compétences, on va leur en donner encore plus. Ils ont leur mot à dire. C'est normal que François Hollande et Manuel Valls écoutent les présidents de région sur les mécontentements, notamment de l'opposition dont vous avez parlé tout à l'heure, et même parfois un peu à gauche. Le problème en France, c'est que tout le monde est pour la réforme, avec un grand R, la réforme dans l'abstrait, comme ça. En fait, personne n'en veut. Et puis quand on arrive au pied du mur de la réforme, mais ça va jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais regardez, ça concerne des ministres importants du gouvernement, voire d'anciens premiers ministres. Les Pays de la Loire avec Jean-Marc Ayrault, Le Drian, la Bretagne. Pas question de fusionner la Bretagne parce qu'attention, les bonnets rouges vont descendre dans la rue. Vous vous rendez compte qu'au sein même du gouvernement, vous avez des oppositions. Et alors de l'autre côté, l'opposition dit, je résume, de l'autre côté, l'opposition dit, regardez, c'est le championnat du monde des copains, puisque Ségolène Royal, Michel Sapin et un certain nombre d'autres ont fabriqué une région invraisemblable, qui est celle du Poitou-Charentes, du centre, du Limousin, etc., etc. Alors, si vous parlez justement de Ségolène Royal, elle avait fait savoir quelques jours auparavant qu'elle souhaitait une fusion Poitou-Charentes, Pays de Loire. Ouais. Ce n'est pas ce qui est proposé. Donc vous voyez, ce n'était pas une carte faite pour Ségolène Royal. De la même façon que Jean-Yves Le Drian et Jean-Marc Ayrault ont deux approches différentes. Le Drian pense des choses sur la Bretagne et il faut respecter ce qu'il pense. C'est un Breton attaché à sa région. Et Jean-Marc Ayrault a une autre vision de la Bretagne et de la fusion qu'il souhaite entre Pays de Loire et Bretagne. Enfin, ce gouvernement est fait d'hommes et de femmes qui ont un passé, un vécu, des responsabilités politiques dans leur territoire. Il n'y a pas d'unanimité totale sur rien, d'ailleurs. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais toute personne qui a été une fois dans sa vie, ou même plusieurs fois en vacances en Bretagne, ou du côté de Nantes, ou en Vendée, sait très bien que le débat entre la Bretagne et le Pays de Loire, ça existe. Donc tout ça, comment se fait-il que tout ça n'intervienne qu'au dernier moment ? En donnant une impression de confusion quand même relativement générale. Ce que nous avons fait justement, c'est que finalement... Moi j'ai le souvenir de la réforme de la décentralisation de Defferre, ça n'avait pas créé un tel pataquès. Elle avait été faite au début du premier septennat, lorsqu'il était encore temps de parler d'état de grâce. Et c'est vrai qu'il y avait une telle aspiration au changement, à l'alternance, que cette réforme qui était attendue par les élus locaux était passée beaucoup plus facilement. Encore que, Monsieur Durand, je me souviens de Jacques Toubon, Alain Madelin, Charles Millon, François Daubert, on les appelait les 4 mousquetaires à l'époque, qui s'opposaient... Oui, mais ils tapaient sur tout. Ils tapaient sur la décentralisation. Oui, ils n'en voulaient pas. Un combat d'opposition. Là, le problème, c'est que vous avez des socialistes, vous avez des députés, vous avez les présidents de région, on parlait de Rousset. Tout ça était quand même... Non, Rousset pense que la réforme va dans le bon sens. Hein. La fusion des régions, il pense que c'est bien. Et le transfert des compétences aux régions est aussi accepté par Rousset, était demandé par Rousset. D'ailleurs, on parle beaucoup de la carte. Vous parlez en plus des noms des capitales, des noms de régions. Tout ça est important, ça plaît aux gens, ça intéresse tout le monde. Le plus important dans cette réforme, c'est le transfert des compétences. C'est le renforcement des régions à l'échelle européenne, notamment sur le plan économique, pour en faire des championnes d'Europe. Les régions françaises étaient un peu petites, manquaient de moyens. On va leur donner des moyens supplémentaires, de la fiscalité supplémentaire, sans augmenter les impôts. On va transférer de la fiscalité. Mais la dévitalisation, par exemple, des départements pour justement obtenir les économies dont vous parliez tout à l'heure, tout ça va se faire à une échelle qui est tellement, à un horizon qui est tellement lointain que reconnaissez que c'est normal que les gens se posent des questions. Alors sur les départements, Hollande, il a voulu faire un grand coup politique et puis on voit que tout ça aura lieu. Sur les départements, deux choses. D'abord, on n'a pas pu s'engager dans la révision de la Constitution qu'aurait nécessité la suppression des départements, parce que l'UMP nous a dit on ne vous aidera pas. L'UMP qui par ailleurs dit il faut supprimer les départements, Jean-François Copé l'a dit, Alain Juppé l'a dit, d'autres le disent.
Quand ils sont au pied du mur, je le répète, de la réforme, ah ben non, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et l'UMP se défile. Donc puisque l'UMP ne voulait pas nous aider à réviser la Constitution, on n'avait pas de majorité pour le faire au Congrès du Parlement, à Versailles. Il a fallu donc se résoudre à différer la suppression des départements et cela va se faire en 2020, lorsque les intercommunalités auront été réélues, on pourra créer un conseil départemental des intercommunalités qui en 2020. En 2020. Mais dans l'attente, on va transférer des compétences, c'est-à-dire qu'on ne va laisser au département que l'action sociale. Mais si jamais les prestations sociales pour les personnes âgées, les personnes handicapées et l'enfance en danger. Tout le bloc social va rester au département. Tout le reste va monter à la région. Les routes, les collèges, les transports et bien sûr l'économie, le développement économique. Et comme quand on transfère des compétences, il faut au moins 3 ans pour transférer les personnels, vous voyez, 2016, 2017, 2018, on est presque en 2020. Il aurait fallu de toute façon, même si on avait supprimé les départements tout de suite, là maintenant, il aurait fallu 3 ans pour transférer les compétences et les personnels. Est-ce que vous considérez ce matin qu'il y a une chance, parce que vous parlez de cette date 2020 qui est celle d'éventuellement d'un autre quinquennat, que l'opposition, si jamais elle revenait au pouvoir, va défaire ce que vous êtes en train de faire justement ce matin, ce soir et dans les jours qui viennent? Non, je ne vois pas l'opposition défaire ce que nous faisons. Vous avez bien défait le conseiller territorial. Il n'était pas encore en mais vigueur. d'accord, mais... Il était voté, mais il n'avait pas été mis en pratique, si j'ose dire. Il n'avait pas été élu, les conseillers territoriaux. Non, les fusions de régions, je pense que personne ne reviendra dessus. Et la suppression des départements, qui va se faire progressivement d'ici 2020, personne n'y reviendra non plus, parce que tout le monde sait qu'il faut supprimer un échelon. Tout le monde le sait. Merci André Vallini. Et donc bon rendez-vous pour vous, puisque vous avez rendez-vous avec de nombreux parlementaires dans les jours et dans les semaines qui viennent. Nous allons retrouver évidemment Magali et Christophe sur l'antenne de LCI et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique. Donc bonne journée. Merci.